Salut, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans À but non lucratif, le podcast de Média Animation qui questionne les enjeux du secteur non marchand. Je m'appelle Jérôme Ramaker. Au sein de l'agence, j'aide les associations à se positionner stratégiquement et à créer une communication qui leur ressemble. Pour ce 5e épisode, dans le studio, j'accueille Sylvie du Théâtre des Martyrs. Bonjour. Bonjour. Ça va ? La saison se passe bien cette année ? Oui, là, depuis le mois de janvier, ça marche bien, oui, c'est chaud. Alors, on va débuter ce podcast par une définition que j'ai entendue lors d'une rencontre l'année passée, organisée par le Réseau des Arts et l'ASSO, et qui disait que l'inclusion, c'est l'environnement qui s'adapte aux personnes et non l'inverse. Et évidemment, ça touche à l'enjeu de la communication accessible. Quand on sait qu'en 2025, en juin 2025, en Europe, l'accessibilité devient obligatoire pour la conception des biens et des services, donc les outils de communication. On trouvait ça important de discuter de ce sujet. Certaines personnes connaissent le facile à lire et à comprendre, les enjeux aussi qu'on a derrière les représentations des visuels, le choix des personnages dans une illustration. On sait que des projets se mettent en place, surtout dans le milieu culturel, en termes de médiation inclusive, mais qu'est-ce que ça dit aussi de la communication inclusive ? Voilà à peu près tout ce qu'on va discuter aujourd'hui avec toi. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc, je m'appelle Sylvie, je travaille au Théâtre des Martyrs depuis très longtemps. Ouh. Et depuis 99, j'ai commencé en 99, donc ça fait vraiment longtemps. Mais en fait, j'ai 2 métiers, donc je suis à la fois comédienne, et puis j'ai une formation avant de droit et de journalisme. Ok. Et donc, j'ai toujours exercé les 2 métiers en parallèle. Et maintenant, je suis responsable de la communication, des relations publiques et de l'accueil, donc de la billetterie et puis de l'accueil du soir du Théâtre des Martyrs. T'es un peu couteau suisse quand même. C'est ça. Alors, si tu étais un outil de communication, lequel serais-tu ? En outil interne, on va dire, je serais un brainstorming. Pour susciter la créativité de ton équipe ? Oui, pour la collaboration, en fait. La collaborativité, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très, très important. Mais ce qui permet justement d'allier la communication et la médiation, c'est le fait qu'on parle beaucoup ensemble. Et donc, oui, je serais un brainstorming pour les nouvelles idées, pour rebondir sur les idées des autres, la collaboration, vraiment. Et puis, du coup, je pense que si j'étais un outil de communication, on va dire, plus externe, je serais un podcast. Ouh. Pour pouvoir recevoir des invités et puis entendre aussi des points de vue différents sur certaines problématiques. Ok. Donc je t'ai invité parce qu'au Théâtre des Martyrs, vous avez mis en place ce qu'on appelle des rendez-vous bleus. Tout à fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer en 2 mots de quoi il s'agit ? Alors, les rendez-vous bleus, c'est on met en place un dispositif d'accueil qui facilite l'accès aux personnes hypersensibles, autistes. Et donc, c'est tout un tas de choses qui sont mises en place pour leur faciliter l'accès. Alors, je peux les détailler. Oui, c'est ça, parce que c'est un dispositif, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi et qui au sein du théâtre est concerné par rapport à ça ? Je raconte toute l'histoire. Vas-y. En fait, il y a quelques années, mais il y a bien peut-être 8-9 ans, on a accueilli un spectacle qui s'appelle Is There Life on Mars et qui traitait de l'autisme. Et ce spectacle avait été joué avant au National, et au National, ils avaient mis en place un dispositif d'accueil spécifique pour ce spectacle-là. Ce que nous, on a refait. Et puis, à l'issue de ce spectacle, on s'est dit, mais en fait, c'est ridicule d'avoir mis en place tout un système et puis de ne plus l'exploiter. Et donc, on a décidé de faire ça pour tous les spectacles de la grande salle. Et donc, ça fait plusieurs saisons qu'on fait ça pour tous nos spectacles de la grande salle, une fois par spectacle. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là, le jour des rendez-vous bleus ? Eh bien, il y a plein de choses qui sont mises en place pour faciliter l'accès. La première chose, c'est que on a ce qu'on appelle un livret bleu qui est disponible sur notre site et qui reprend des photos de l'accès au théâtre et détaille en fait tout ce qui est mis en place. Comme ça, les personnes peuvent, avant de venir au théâtre, avoir une idée très précise des endroits où elles doivent aller. Elles voient l'entrée du théâtre, elles voient le vestiaire, elles voient où sont les toilettes, elles voient le chemin à suivre pour aller en salle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rassurant et qui facilite l'accès. C'est une information qui rassure et qui permet d'anticiper. Voilà. Concernant donc tout ce qui est, on va dire, au niveau de l'accueil, il y a à disposition des casques anti-bruit.
on a le livret bleu, il est aussi disponible à l'accueil. On met en place une zone calme, donc c'est-à-dire une zone où ils peuvent aller avant le spectacle ou pendant le spectacle, s'ils ont besoin de se retirer du bruit des gens. Et puis aussi, en général, quand on va au théâtre et quand on sort de la salle, on ne peut plus y rentrer. Ce jour-là, on peut y rentrer. Donc, on garde des places plutôt en fond de salle sur le côté, comme ça c'est plus simple. Et les gens peuvent sortir et rentrer de la salle quand ils veulent. Et tout ça, c'est détaillé, évidemment. Ils le savent avant de venir au théâtre. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on fait un relevé des stimuli. Et donc, jusqu'ici, ça concernait plutôt l'équipe du théâtre, c'est-à-dire l'équipe d'accueil, la billetterie, le vestiaire, puisque c'est eux qui donnent les casques anti-bruit, c'est eux qui peuvent renseigner, mais c'est tout le personnel d'accueil en salle, il faut qu'ils sachent Ils accompagnent aussi un peu. Ouais. Oui, ils accompagnent, puisqu'il faut qu'ils sachent que les gens puissent rentrer et sortir, la chef de salle est au courant, donc voilà, tout le personnel d'accueil, en tout cas, il est concerné. Et puis, on concerne l'équipe artistique, parce qu'en fait, on leur demande de nous aider à faire un relevé des stimuli. En fait, il y a quelqu'un de l'équipe qui va voir le spectacle en amont et qui relève tous les stimuli qui peuvent poser problème. C'est la technique des trigger warnings ? C'est plus que des trigger warnings, parce que c'est aussi les bruits, Donc, oui, ça peut être tous les bruits, les lumières. Je ne sais pas si dans les trigger warnings, c'est ça que tu voyais. C'est tout ce qui permet de prévenir les personnes que si jamais ils sont sensibles à certaines choses, ce spectacle contient des scènes X ou effectivement des coups de feu ou des lumières Alors, on peut dire que moi, les trigger warnings, pour moi, c'était plus au niveau du sens, au niveau des choses qui sont dites dans le spectacle. Quand nous, on fait des trigger warnings, c'est plutôt ça. Plus, okay. si ça traite du suicide, vous en parlez pour prévenir, c'est ça. C'est ça. Okay. Mais effectivement, ça rentre dans ce cas-là, puisque si tout d'un coup il y a un stroboscope, s'il y a des lumières fortes, s'il y a des coups de feu, des bruits, des gens qui se frappent, toutes des choses comme ça, c'est listé. Donc nous, on va le faire, mais on demande aussi à l'équipe artistique, en fait, de le faire. Et ils sont partie prenante, parce que je sais que parfois des artistes hésitent à le faire, parce que pour eux, ça fait partie de la narration et de la surprise du spectacle, et donc si on dit déjà qu'il y a un coup de feu, ça gâche la surprise, entre guillemets. Non, ça, c'est vraiment pas... Parce qu'on les prévient bien en amont. Okay. Et en amont, ils sont toujours hyper partants. Mais alors, il n'y a pas des adaptations de spectacle, il y a des adaptations de conditions d'accueil. Okay. Mais le spectacle n'est pas adapté. Donc, simplement, on explique ce qui va se passer pour qu'ils puissent anticiper, en fait. Savoir qu'à tel moment, c'est bien de mettre le casque, il va se passer ça, des choses comme ça. Et puis alors aussi, pour conscientiser le reste du public, on leur demande, en fait, dans le message d'accueil, de ne pas applaudir à la fin du spectacle. Donc ça, on prévient aussi les comédiens. Et à la place d'applaudir, c'est de tourner les mains, de lever les bras et de tourner les mains. Et en général, le public apprécie assez. Les comédiens, sur certaines distributions, les comédiens sont un peu réticents. Et puis au final, mais c'est rare, mais au final, quand ils le font, je sais pas, il y a une sorte de communauté qui se crée autour de ça et ça se passe assez bien, en fait. Est-ce qu'au théâtre, vous mettez en place quelque chose d'autre pour des personnes qui ont d'autres déficiences, motrices ou visuelles ? Alors, pour les déficiences visuelles, on collabore régulièrement avec l'audiodescription. Mais là, ça fait un certain temps que... Enfin, c'est plutôt eux qui choisissent les spectacles. Et là, ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas fait chez nous. Mais je ne sais pas si je parle de l'audiodescription, parce que je trouve que c'est quelque chose vraiment qui est assez chouette. Donc, l'audiodescription, c'est une assoce qui donc choisit des spectacles et qui va les rendre accessibles à des personnes déficientes visuelles. Et donc, on va les mettre au premier rang. Elles vont avoir un casque dans lequel quelqu'un va parler en direct pendant les pauses qu'il y a dans le texte. Et pendant ces pauses, les personnes vont décrire ce qui se passe. Vont décrire les positions des gens, la manière de réagir, les vêtements. Et donc, pour ça demande quand même pas mal de boulot parce qu'ils viennent en amont, ils regardent le spectacle, ils le filment, ils s'entraînent. Et puis, ça se fait en direct. Donc, on les met dans un bureau. Il y a une caméra qui filme et en direct, en fait, ils vont apporter la description. On avait mis ça en place pour un festival et je me souviens que la réaction, autant de l'association qui gère l'audiodescription que des bénéficiaires, c'était de dire c'est très chouette de mettre ça en place pour les spectacles. L'initiative est intéressante et elle ne peut qu'être encouragée, mais votre communication est visuelle.
Et donc, autant sur le festival en présentiel, mais effectivement, on pouvait avoir accès à des casques et écouter l'audio-description de spectacle. Mais dans toute l'amont, on ne s'était pas rendu compte qu'au niveau d'annonce des spectacles et d'annonce du festival, sur les réseaux sociaux notamment, en fait, on était très visuel. Et donc, il y avait un décalage entre, on va dire, la médiation et la communication. Est-ce que ça, tu le reçois aussi ou vous arrivez à gérer ces deux... On diversifie les supports puisqu'on a des vidéos et qu'on essaye de tout surtitrer. Donc, il y a l'audio pour ceux qui veulent et puis il y a les surtitrages pour ceux qui n'entendraient pas. Mais c'est vrai que pour le reste, il y a beaucoup de visuels. Mais on essaye quand même d'avoir au moins 2 annonces, on va dire, audio pour tout. Et on a des interviews, on a les teasers, on essaye de faire des reels. Surtout qu'avec le podcast, ça marche bien. Oui, mais on a commencé à faire des podcasts. On s'est formé au podcast, on adore faire des podcasts. Et du coup, est-ce que la démarche inclusive, elle va se limiter à vos projets de médiation culturelle? Ou est-ce que tu y es attentive aussi dans la com en général? Donc on a parlé d'il y a certains outils, etc. Il y a le livret, etc. Pour les rendez-vous bleus. Mais est-ce que par exemple sur le site ou sur les réseaux sociaux ou sur les affiches que vous faites, est-ce que tu as ce réflexe de dire « Ah, attention, il faut qu'on soit accessible, inclusif » ou pas? Ou est-ce qu'on se rend compte que là, le bas blesse et qu'on peut s'améliorer? Je pense que là, le bas blesse et qu'on peut s'améliorer. Parce qu'en fait, dans la commune, comme on est quand même pas mal, on a l'opportunité d'avoir différents moyens de communication, différents modes de communication. Et donc, pour tout ce qui est la com plus générale, on met en avant de temps en temps tout ce qu'on fait pour l'inclusivité et l'accessibilité, mais c'est assez ponctuel. Et dans la com générale, non, on n'en tient pas assez compte, je pense. Mais par contre, pour tout ce qui est la diffusion de l'information via les médiatrices, parce qu'au-delà de leur travail de médiation pure, elles font aussi de la diffusion, en fait, c'est-à-dire contacter les assos qui ont un rapport avec les thèmes des spectacles. Et là, évidemment, on y fait très attention. Par exemple, en médiation, elles travaillent pas mal avec les FLE, donc français langue étrangère, avec des gens qui ont un niveau de français qui n'est pas toujours... qui est... En apprentissage. En apprentissage, voilà, mais qui peut vraiment être des primo-arrivants jusqu'à un niveau plus élevé. Et donc, on sélectionne les spectacles qui... Mais tout ça se fait après la programmation, en fait. Donc, c'est en fonction... On a notre programmation et puis, on regarde qu'est-ce qui est accessible à telle personne. On fait des rendez-vous seniors. Voilà, quel spectacle pourrait plus intéresser les seniors? Quel spectacle pour les écoles? On fait une sélection scolaire. Quel spectacle pour les Français langue étrangère? Donc, voilà. Donc, ça, on y réfléchit et on adapte notre communication en fonction de ces publics. On va faire attention justement à faciliter la compréhension pour tout ce qui est français langue étrangère ou pour d'autres assos. Donc voilà, on adapte vraiment... Et ça fait partie de la communication, en fait. C'est juste d'autres modes. C'est pas les réseaux sociaux, mais on s'adapte au public pour ces modes-là, oui. Dans la manière de rédiger les emails, voilà. Oui, ça, on le fait. Alors, je vais rebondir sur effectivement la question que Gaëtan nous a posée dans le podcast précédent pour toi. C'était comment est-ce que toi, par exemple, tu concilies cette com accessible avec une com grand public? Parce qu'on pourrait avoir tendance à croire que devoir faire un site qui est très accessible ou devoir faire des supports qui sont faciles à lire et à comprendre, c'est moche. Oui. Comment est-ce que toi, tu expérimentes ça, ou est-ce que tu vois s'il y a quelque chose qui peut se faire ensemble, ou effectivement c'est un frein vis-à-vis d'un grand public, cette com accessible? Pour le moment, comment on différencie assez les deux, c'est une question qu'on ne s'est pas encore beaucoup posée, j'avoue. Donc, mais je vais me la poser maintenant. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan. Non, mais c'est vrai que Sophie nous aide, donc, qui elle, vraiment est chargée de ça, c'est-à-dire envers les publics, mais aussi envers nous, de nous conscientiser à toutes ces choses-là. On a déjà parlé, mais je pense que c'est peut-être le moment de revoir ça. Mais on a aussi déjà, nous, on est une sorte de traducteur de l'information, on va dire, parce qu'on a un directeur qui s'occupe beaucoup avec nous des textes, en fait, par exemple des textes de brochures, des textes de newsletters, tout ne vient pas toujours de nous. Et lui, il a un langage et une envie de langage très, très élevée.
un niveau de langage assez élevé. Et donc, nous, déjà, on essaye, dans la com, de ramener ça pour que ce soit... De traduire ça pour que ce soit accessible, pour que ce soit plus vivant. Et donc, on part déjà d'un niveau de langage très élevé, qu'on essaye de traduire pour faire une communication plus dynamique. Et puis, il faudrait encore faire l'étape de la rendre accessible à vraiment tout le monde. Et là, on n'y est pas encore complètement arrivé, je pense. Parce que quand tu dis effectivement que pour l'instant, vous distinguez les publics, c'est un peu paradoxal par rapport à la dimension d'inclusion qui est que, évidemment, on est tous ensemble. Enfin, dans ce vivre ensemble, est-ce qu'on est obligé de se séparer pour vivre ensemble, quoi? Mais on distingue les publics parce que on adapte nos modes de communication au public. C'est-à-dire que pour tout ce qui est le public qui va être plus sensible, donc pour tout ce qui n'est pas grand public, en fait, mais ça peut être... on va plutôt privilégier leur rapport, en fait, la communication verbale, le rapport avec les gens. On va vers eux. On va vers eux en allant dans les assos, on va plutôt les chercher, partager des choses, vivre des moments ensemble, on fait des goûters, ce qu'on ne peut pas faire avec tout le grand public. Donc en fait, on a une communication, on va dire, un peu plus neutre envers le grand public. Quelque chose qu'on fait quand même, c'est l'écriture inclusive. Donc ça fait quelques saisons qu'on la pratique. Mais on va, vraiment privilégier la rencontre, en fait, avec tous nos autres publics. Et donc, c'est dans le cadre de cette rencontre qu'on peut avoir des communications différentes. Et cette dimension-là d'inclusive, notamment quand tu parles d'écriture inclusive, est-ce que tu sens que les scolaires, par exemple, sont sensibilisés à ça ? La manière de leur parler et de rendre accessibles les spectacles, est-ce qu'on sent qu'il y a une génération scolaire qui en est sensibilisée, ou bien pour eux, c'est même normal et ils y prêtent pas attention, comme les seniors pourraient y prêter attention, tu vois ? Alors, moi, je n'ai pas l'impression que les scolaires soient sensibilisés. En tout cas, pas les scolaires du secondaire. Par contre, les scolaires du supérieur, oui. Donc, il y a vraiment, d'après ce que je vois, un gap entre les études secondaires et après. Parce que, par contre, les études du supérieur, où toutes mes stagiaires, elles y sont hyper sensibles. Et donc... Ça va devenir une norme en communication, tu crois, cette attention pour l'accessibilité et l'inclusion ? Jusqu'il n'y a pas longtemps, j'aurais dit oui. Et maintenant, j'en suis plus complètement sûre. Voilà. Le changement du monde, du monde en entier, de la Belgique aussi, fait qu'en fait, non, je ne suis pas sûre que ça va continuer. Ça serait une forme de résistance, du coup. Oui, ça pourrait être une forme. En tout cas, nous, maintenant... Moi, maintenant, j'ai du mal à écrire autrement, en fait. C'est devenu vraiment naturel pour moi de faire ça. Mais quand on en parle avec des gens à l'extérieur, ils disent « Mais oui, mais vous êtes dans une bulle. » Mais bon, il faut bien que ça commence quelque part. Donc, oui, nous, en tout cas, on continue. On ne s'est pas encore posé la question si on allait arrêter ou pas. Pas du tout, hein, mais ça me fait peur, en tout cas. Parce que tout ça est parti quand même d'une directive de la communauté française. À un moment, on a reçu des documents qui nous disaient « C'est bien si vous utilisez l'écriture inclusive. » Et nous, on commençait déjà à le faire. Et puis là, en plus, on nous demandait de le faire. Donc, ça s'est répandu vraiment sur tout le reste. Si maintenant, on a une directive de la communauté française qui nous demande l'inverse, je ne sais pas, on n'en est pas encore là. Hein. Du coup, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Voilà, on ne s'est pas encore posé la question puisque ça n'est pas encore arrivé. Je crois qu'on n'a pas envie de se la poser. Quand je dis la communauté française, mais c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je parle encore en ancien temps. Et tous ces projets d'accessibilité ou ces initiatives, en fait, est-ce que tu sens que c'est un argument qui touche les médias ? Par exemple, est-ce que quand vous mettez en place des rendez-vous bleus ou des écritures inclusives ou des formats spécifiques, tu sens que c'est un sujet qui va intéresser les médias qui vont venir justement parler de vous pour cette thématique-là ou pas forcément ? Pas forcément. Pas forcément, mais peut-être que c'est aussi un peu de notre faute. C'est-à-dire qu'on ne met pas assez en avant parfois les choses qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose que notre directeur nous a déjà dit plusieurs fois. Donc maintenant, on essaye de le faire un peu plus. Mais parce que, j'ai vu que, par exemple, le National avait mis en place les séances relax. Ouais. Et quelques semaines après, il y avait un article dans la presse. Alors, est-ce que eux, ils ont fait des communiqués et que nous, on ne les a peut-être pas fait parce que nous, on fait ça depuis plusieurs années et on n'en a jamais parlé. Mais je pense qu'il y a une part d'erreur de notre part, en fait, de ne pas assez communiquer
Ouais, parce que si on met en place des vers choses... le tout public, en fait. Ouais, mettre en place des choses et que finalement, les gens ne savent pas ce qu'on met en place, c'est sympa, mais ça tourne un peu en rond auprès effectivement des assos que vous touchez déjà, hein, mais en termes de devenir une norme, si les gens ne savent pas que ça existe, on n'a pas l'impression que c'est faisable, en fait. C'est ça qui est intéressant, de pouvoir expérimenter les choses pour dire, en fait, nous, on le fait, ça marche. Oui, non. Ben, on le signale aussi à l'intérieur du théâtre. Donc, les spectateurs qui viennent au théâtre le voient, ils en parlent. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait eu un communiqué de presse. On fait des rendez-vous bleus. Venez voir et parlez-en. Bon, ce sera pour la saison prochaine. Voilà, on fera ça la saison prochaine. Non, mais on a aussi fait plein d'ateliers cette saison. Et je pense, oui, qu'on ne communique pas assez en amont dessus, envers la presse en tout cas. On le fait vers notre public, on le fait vers les assos, mais peut-être pas assez vers la presse. Et une question qui est un peu liée, c'est que depuis quelques années, dans le secteur, on met en place ce qu'on appelle « pay what you can ». Donc les accès au spectacle, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent mettre, avec un prix de référence, mais on peut mettre un peu plus ou on peut mettre un peu moins selon ses besoins. Est-ce que toi, tu as vu un vrai impact sur le public qui vient en disant en fait, on a réussi à rendre nos spectacles plus accessibles à des personnes peut-être plus précaires, ou ça reste juste un argument qui fait bien, qui donne bonne conscience, mais qui n'a pas cet impact-là? Enfin, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est-à-dire ni la bonne conscience, ni ça a un vrai impact sur les publics précarisés. Je crois que les publics précarisés, ça ne suffit pas du tout de faire du pay what you can. D'abord, le prix est trop élevé pour eux. Et puis en plus, je crois que rien que le mot pay what you can, c'est pas quelque chose de très lisible, je pense, pour un public précarisé. Je pense que pour les publics précarisés, c'est aller vers eux, aller vers les assos. Et puis article 27, parce que ça, article 27, ça, ils connaissent. Ils l'utilisent, mais ça leur donne accès à toutes les séances, en fait. Et donc, on n'a pas un public plus précarisé grâce au Pay What You Can. Par contre, je pense que ça a un vrai impact sur les jeunes. Sur les jeunes qui... Enfin, chez nous, c'est le tarif moins de 30 ans, plus de 30 ans. Et donc, les jeunes travailleurs qui arrivent justement à cette limite-là, eh bien, ça leur permet de continuer à aller plus au théâtre. J'ai déjà eu ces discussions plusieurs fois, parce que quand on passe de 10 à 22 euros, de 12 à 22 euros, alors qu'en fait, on ne gagne pas beaucoup plus, voire pas plus du tout, eh bien, là, ça fait la différence. Et donc, je pense que les jeunes travailleurs, eux, ils font attention au jour où il y a Pay What You Can, quand ça n'est pas tous les jours, ou au théâtre qui utilise le Pay What You Can, et donc, ces jours-là, on va peut-être avoir un public un peu plus jeune. Une dernière question déjà. Quel dernier conseil tu donnerais pour faire du coup rimer inclusion et stratégie de communication? Si quelqu'un veut se lancer dedans, qui hésite, quels seraient les 2-3 conseils que tu donnerais? Privilégier la rencontre, en fait. Privilégier la rencontre, parce que pour les publics qui n'ont pas l'habitude ou qui ont des freins pour aller au théâtre, le meilleur moyen de faire tomber ces freins, c'est qu'ils viennent. Et pour les faire venir, il faut les rencontrer. Je pense que la communication, comme on l'entend pour le grand public, elle marche quand même moins bien. Je pense que... Les réseaux sociaux, c'est pas... Je pense pas que ce soit le meilleur endroit. Je crois qu'il faut pas taire les choses sur les réseaux sociaux, évidemment. Comme on le disait par rapport à la presse, par rapport aux réseaux sociaux, il faut en parler. Mais c'est vraiment, développer le contact et la rencontre. On l'a toujours fait et on le fait de plus en plus. Et je crois que ça, c'est vraiment important, en fait. Ok, merci. On va terminer le podcast comme on le fait à chaque fois, en te permettant de poser une question à l'invité suivant. Et donc, la semaine prochaine, le sujet sera lié à la récolte de dons. Et donc, quelle question veux-tu que je pose au Chargé de com sur cette thématique-là? Eh bien, j'aurais voulu savoir s'ils utilisent, en fait, pour inciter le grand public à donner pour la récolte de dons, comment ils utilisent, en fait, les paroles, les témoignages, les histoires des gens, des bénéficiaires des dons. Ok. Bon, on essaiera d'y répondre la semaine prochaine. Merci. De rien et bonne continuation.